commencer ce magazine, allons faire un tour sur les pistes. Nous commençons par Auron. La patinoire qui venait d'ouvrir. Là, il était un peu tôt pour qu'il y ait du monde. L'avenue Malira, tout le monde est en place pour démarrer la saison. Les pistes très agréables à skier malgré le manque de neige naturelle qui ne va pas tarder, j'en suis sûr. Saluons au passage le magnifique travail des gens de la SEM. Télésiège du Blénon. Traversée de Mille, comme vous pouvez le constater, l'enneigement est tout à fait acceptable. D'autres secteurs vont ouvrir pour les vacances scolaires en plus. Isola des Milles, front de neige, allons faire aussi un petit tour. On peut saluer aussi le magnifique travail des snowmakers et des gens de la Seine. Télésiège de Comgrosse. Là, nous sommes sur Chamois-Chaplan avec un skieur de 72 ans. Vous allez voir qu'il est en pleine forme.
Télécabine du Mercantour où je rencontre Bruce Rulfo, champion du monde de snow scoot. Nous allons l'interviewer. Bruce, Oui, alors, voilà, t'es là en début de saison. oui, petit entraînement, puis repérage pour l'organisation du 30 janvier, puisqu'on fait la deuxième manche du Free and Snow Scoot Tour en derby, Ouais. où on va avoir juste 4 manches différentes, 3 derbys différents, qui vont tous arriver au P2, et une descente qui sera sur Merlier. Donc voilà, on attend ça avec impatience. Alors, beaucoup de concurrents, ils vont venir d'un petit peu partout comme d'habitude. Oui, d'ailleurs, il y a peut-être quelques étrangers qui viennent, puisque ça va préparer le championnat du monde en 2017, parce qu'on organise ici en 2017 le championnat du monde des derbies, et là, il y aura pas moins de 7 manches différentes. Donc forcément, les intelligents, ceux qui sont pas trop loin, ils vont venir pour repérer déjà, puisque les trois manches typées derby de cette année seront les mêmes pour le championnat du monde. Et par contre, il y en aura 2 qui seront après les 2 dernières qui seront plus véloces. Ok, est-ce que ce sport se répand de plus en plus ou est-ce qu'il stagne? Dis-moi un peu. On a eu un petit peu une phase de stagnation en 2004-2005, mais maintenant, déjà on est dans 95% des stations en France, et puis il commence à y avoir des acteurs en Russie, en Tchéquie, toute l'Europe de l'Est s'y met de plus en plus. Le Japon, c'est toujours autant. D'ailleurs, en mars, je vais aller faire un Open au Japon pour aller défendre un petit peu nos couleurs, parce que c'est un des fabricants japonais qui nous demande de venir pour supporter l'événement, donc on va y aller, puisque lui, il vient tous les années. Il vient quand on organise les championnats du monde avec son équipe. Donc non, c'est plutôt en phase de reprise, parce que maintenant c'est rentré dans la tête des gens que le snow scoot est la 3e forme de glisse sur les pistes. Du coup, ça attire de plus en plus de monde. On a du matériel de plus en plus accessible aussi, pas forcément que des produits qui sont un petit peu haut de gamme. Donc ça permet d'étendre un petit peu notre impact en fait. Et puis les jeunes commencent à y aller. Et l'an prochain, en plus, on a des surprises qui vont faire qu'on va reprendre un coup de boost encore, donc on n'est que en phase ascendante. Alors, décris-moi un petit peu un snow scoot. Écoute, on en a un là qu'on peut regarder. Ça, Voilà. c'est le snow scoot qui est issu de ma conception, Ouais. celui avec lequel je suis champion du monde, parce que c'est parti d'un concept d'un postulat de départ où j'étais mauvais sur les sauts et il me fallait quelque chose pour m'améliorer. Du coup, on est passé aux suspensions. Ici, tu vois, c'est un amortisseur central arrière avec un parallélogramme déformable. Voilà. Et devant, on a une fourche avec un ski qui travaille en remontée, qui est freiné par un amortissement, plus la fourche. Ce qui fait que là, on a une qualité de ride et un toucher de neige qui est extraordinaire, puisqu'on voit aussi que sur le ski arrière, les fixations sur le ski sont vraiment centralisées sous les pieds, et l'avant du ski est libre et l'arrière est libre. Du coup, on a vraiment une qualité de glisse extraordinaire. Après, l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on a un foot strap, on n'a pas de fixation, du coup les pieds ne sont pas bloqués, et quand on commence le snow scoot, ça permet vraiment d'être libre. On a vu un petit jeune tout à l'heure dans la descente qui il savait pas trop freiner, du coup il a posé un pied intelligemment par terre, il s'est freiné en mettant le pied, puis dès que la vitesse lui a plu, hop, il a recommencé à faire ses virages. Donc là, le gros avantage, c'est d'être face à la pente et d'avoir la quart qui est cassée par le guidon, puisque en surf par exemple, on fait souvent des erreurs de quart quand on commence, mais là quand on fait une erreur de quart, le guidon tourne, donc ça rattrape 90% des erreurs. Donc c'est vraiment la forme de glisse la plus facile à apprendre. Et maintenant que c'est rentré dans les mœurs et que les gens se rendent compte de ça, forcément ils ont envie d'essayer. Et puis il y a tellement des loueurs de partout que ça nous redonne. Le travail du loueur a été important aussi, ça nous a redonné un coup de pied au derrière, on va dire. Alors, en combien de temps on peut s'amuser Sans faire de démago, sincèrement, en 5 minutes, on fait ses premiers virages. En une demi-journée, on maîtrise l'engin pour pouvoir passer partout, sauf on va dire les pistes noires, mais vraiment on passe partout. Après, il faut juste garder en tête une chose, c'est qu'il ne faut pas forcer contre soi. Quand on tourne à gauche, il faut uniquement appuyer sur le pied gauche. Quand on tourne à droite, uniquement sur le pied droit. Parce que si on appuie sur les 2 pieds ou si on appuie sur le pied extérieur, ça va redresser le snow scoot. Et du coup, avec les mains, on va être obligé de forcer pour le ramener. Donc le défaut des débutants, c'est que en une demi-journée, ils ont mal au bras, ils ne comprennent pas pourquoi, mais c'est uniquement ça, c'est parce qu'ils ne se servent pas de leurs jambes correctement. D'accord. Bon, il n'y a plus qu'à passer un bon hiver alors. Exactement, et puis bien sûr, moi je supporte ma station de cœur de partout. Voilà. On va quand même préciser, tu es champion du monde combien de fois? 5 fois. Voilà. Allez.
Quittons les pistes d'Isola 2000 pour retourner un petit peu en arrière dans le temps et aussi sur la route du ski au niveau de la commune de Reims-Place. Nous fêtons les 20 ans de l'association pour la sauvegarde de l'ouvrage de la Frassinéa. Les Italiens sont parmi nous et tout le monde est habillé d'époque. Les élus sont en train de visiter le fort. Nous avons Christian Estrosi, président de la métropole, qui est aussi maintenant président du conseil régional de la PACA. Nous avons aussi Éric Ciotti, président du conseil départemental, Caroline Miglior, conseillère départementale, les maires de Reims-Place, de Saint-Sauveur et les maires alentours. Celui que vous voyez habillé en commandant, c'est Henri Bianco, président de l'association. Attention pour les couleurs! Ouais, allez, c'est parti. Voilà. S'il vous plaît, Magnifique. Photo, s'il vous plaît. C'est le maire, S'il vous plaît, on regarde. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue d'abord à vous toutes et à vous tous. Bien sûr, Frassinéa, c'est une grande histoire. Ça a commencé en 1995 et aujourd'hui, 2015, les 20 ans. 20 années d'un pur bénévolat, d'un ouvrage que l'on visite, où il y a à peu près 1200 visiteurs par an. Nous avons réalisé une merveille, bien sûr, l'un des plus beaux musées militaires du département des Alpes-Maritimes. Je rends hommage à toutes les personnes qui ont travaillé et qui nous ont aidés. Je remercie M. Christian Estrosi, député maire de Nice, président de la métropole, pour tout ce qu'il a fait pour nous au début, notamment pour les subventions, puisque lorsqu'il était président du conseil départemental, on a eu les premières aides financières pour commencer à réaliser les travaux. Je remercie également pour le canon. Le canon, c'est une bien longue histoire, puisque les armées étant réticentes de nous mettre ce canon en dépôt, M. Estrosi était intervenu, lorsqu'il était ministre, auprès de M. Hervé Morin, ministre de la Défense. Et grâce à M. Estrosi, que je remercie encore, nous avons cette belle pièce, et unique dans les Alpes-Maritimes. Parce que de canons anti-chars, il n'y en avait que 2.
un au col de Bruys qui a été détruit par les Allemands, et il est resté celui de Frassinia, qui est resté intact, bien sûr, parce que je pense qu'il n'a pas dû beaucoup tirer, parce qu'on dirait qu'il est neuf. Bien sûr, je remercie M. Éric Ciotti, parce qu'il a été nommé président du conseil départemental, pour la subvention annuelle qu'il nous donne toutes les années. C'est très gentil à vous. Tout est bien utilisé, bien sûr. Tout est dans le fort. Tout ce qui a été peinture, tout en subvention, des humidificateurs. Donc on remercie, je vous remercie encore pour tout ça. Je vous remercie pour le parking. Cher Président, ce livre. Et je vous remets également, M. Estrosi, ce livre. Je vous souhaite une bonne journée à vous toutes et à vous tous. Mais tout ça fonctionne, c'est magnifique. Je vous souhaite encore une bonne journée à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci à toi. Je suis honorée de prendre la parole devant vous aujourd'hui en ma qualité de maire de la commune de Reims-Place, commune sur laquelle se situe ce magnifique ouvrage de la Frassinéa qui fait la fierté de notre si belle Tinée, de notre département et de notre métropole. Alors en ce jour si particulier, une question mérite d'être posée. Que serait le fort de la Frassinéa sans l'association des amis de l'ouvrage de la Frassinéa, sans ses adhérents passionnés, sans Henri Bianco, son président, ô combien investi, qui déplacerait des montagnes pour arriver à ses fins. Et personne ne va me contredire. Sans eux et sans ces bénévoles exceptionnels, le fort ne serait qu'une ruine, laissée à l'abandon comme tant d'ouvrages qui sont malgré tout l'expression de notre passé et de notre histoire commune. Et pourtant voilà aujourd'hui 20 ans, 20 années que le fort de la Frassinéa intrigue, passionne, émerveille. 20 ans qu'il captive, qui mobilise bénévoles, élus, mais surtout 2 décennies qu'il est en perpétuelle quête de perfection afin de proposer des visites hors du temps qui nous replongent dans le quotidien de nos soldats morts pour la patrie. Alors c'est une certitude et c'est surtout une fierté. Très peu de forts ont été aussi bien restaurés et réhabilités. Henri, je sais que ce résultat exceptionnel est le fruit de nombreuses années de travail acharné et d'investissement personnel. Aujourd'hui, si Reims-Place peut être fier de son patrimoine, de son héritage, c'est uniquement grâce à ton association que nous le devons, alors un grand merci. Et je me réjouis que vous ayez été aussi nombreux à répondre présent à l'invitation de notre ami Henri et de l'ensemble des bénévoles autour de lui. Ce fort, c'est un joyau de notre patrimoine, c'est le symbole de la résistance de nos ancêtres face à l'invasion des ennemis, de nos ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les travaux qui ont été réalisés au sein de ce fort au fil de ces années démontrent que quand il y a une volonté collective forte, eh ben on peut arriver à tout. Henri, 20 ans. Ça serait bien. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir participer à ce moment important, à cet anniversaire, mais bien au-delà, à cette étape décisive, extraordinaire, on peut dire, dans cette entreprise que tu as engagée, que tu as initiée, avec tous les amis qui t'entourent, avec tous les bénévoles qui sont ici, réunis, rassemblés pour restaurer cet élément essentiel de notre patrimoine militaire, mais plus globalement de notre patrimoine historique, de ce patrimoine départemental que nous célébrons aujourd'hui, comme partout en France, à l'occasion des Journées du patrimoine. Alors je veux aujourd'hui en même temps que je vous souhaite à tous un très bon anniversaire, un très joyeux anniversaire, eh bien, vous exprimer notre reconnaissance collective. Les traces de cette histoire étaient condamnées à une disparition lente, à un effacement inéluctable. Le temps allait faire son œuvre, engloutir ces vestiges dans l'anonymat de ce qui a été et que l'on a oublié. Sur la route du ski, les automobilistes pressés n'auraient pas eu un regard pour cet ouvrage. Et ils auraient encore moins pensé à s'arrêter devant pour observer de plus près cette masse de béton qui fait corps avec la falaise. Bref, nous allions perdre une partie de notre patrimoine. Et plus grave encore, ce fort de la Frassinéa allait perdre la bataille la plus difficile, la plus aléatoire, celle contre le temps et ses ravages.
Ce fort doit renaître parce que c'est l'un des verrous militaires de la Tinée et qu'il s'inscrit dans les immenses efforts que notre pays a déployés de 1928 à 1940 pour édifier ce rempart qui court de la Méditerranée à la frontière belge. En 2000, tu fondes une association, les Amis de l'ouvrage Maginot de la Frasinéa. Quels amis! Tous des passionnés d'histoire, tous des amoureux et des défenseurs obstinés de notre patrimoine. À la tête de tes troupes, qui te ressemblent si fort, tu as décidé de mener la bataille jusqu'à la victoire. Et il faut dire que rien ne vous a résisté. Vous avez obtenu des aides, des renforts, des aménagements routiers de la part des collectivités, mais l'essentiel, c'est vous qui l'avez fait. C'est le fruit de votre volonté, de votre seul travail. Dans un bel élan, j'allais dire un élan patriotique, vous avez tous retroussé vos manches pour rendre son éclat à ce fort. Vous l'avez entièrement restauré, remeublé, rééquipé, avec un souci de l'authenticité, de l'exactitude historique qui émerveille les visiteurs. D'abord, pour le fort de la Frasinéa, c'est une gravure sur verre des insignes du secteur fortifié des Alpes-Maritimes, offert en coffret. L'insigne représente en arrière-plan des montagnes enneigées gardées par un mur formant le blason de la ville de Nice et barré par 2 tourelles croisant leurs tirs. En premier plan, on peut voir en bleu la mer face à Nice, la légende « On ne passe pas », légende créée lors de la Grande Guerre montre que les fortifications de la région niçoise tiendront et ne laisseront passer aucun ennemi. Ça, c'est pour le fort. Alors, 3 ouvrages. L'album de la Résistance, édition Laurence Bull, Les Maquis de France, édition Laurence Bull. Ils se sont battus, édition Pierre Fourniot. Et ça, c'est pour mon ami Henri Bianco lui-même. Voilà. Avec la médaille de la ville de Nice et de la métropole de Nice Côte d'Azur gravée à ton nom et à la date d'aujourd'hui. Et puis voilà, l'année dernière, lorsque nous avons inauguré le parvis de la gare de Nice, tu étais là encore une fois pour nous aider à faire revivre ce lieu qui a vu tant de militaires mobilisés partir de la gare Thiers. Et j'ai trouvé qu'on avait un magnifique sourire tous les deux côte à côte. Toi qui es mon ami, et c'est pour moi l'occasion de dire que tu es vraiment mon ami. Depuis si longtemps, alors même quand je ne suis pas toujours là, pour moi Henri, c'est presque mon porte-parole permanent parmi les blavés. J'espère que personne ne t'en voudra. Mais en tout cas, sache que ta loyauté, ta fidélité ne m'a jamais fait défaut et que cette photo l'illustre si bien. Et pour nos amis italiens, la médaille de la ville de Nice. Distinguer et rendre hommage à Henri Bianco en lui remettant la médaille du département. Alors c'est une médaille qu'il a déjà, mais en tant que président du comité des fêtes de Saint-Sauveur. Donc cette médaille, elle t'est destinée, mais elle est destinée aussi pour toi, toute ton équipe, à tous les membres de l'association, à tous les bénévoles. Et j'espère qu'elle prendra une place ici, dans ce fort de la Frasinéa, en hommage et en reconnaissance du département pour ton engagement, pour ton dévouement, pour ta passion, pour ton amitié, tout simplement pour tout ce que tu es pour nous tous, avec cette formidable énergie que tu déploies, irrésistible. Voilà Henri. Merci.